On a un écart entre les dépenses et les recettes de 160 milliards d'euros. Si vous ne pouvez pas emprunter ces 160 milliards d'euros, c'est très simple. En fait, vous ne pouvez pas les dépenser. On a depuis 50 ans un déficit public qui s'accroît en tendance. Voilà, donc tous les gouvernements français qui se sont succédés depuis 50 ans en sont responsables, en fait. Alors bonjour Monsieur Ecal, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes économiste, auteur, ancien magistrat de la Cour des comptes et actuellement président de l'association Finances publiques et économie, FIPECO. Vous êtes souvent présenté comme l'influenceur des finances publiques et on va revenir avec vous sur deux thèmes économiques centraux en France aujourd'hui, le poids de la dette et le système de sécurité sociale français. D'accord. Donc premier thème, la dette publique Oui. en France. Aujourd'hui, en France, la dette du pays s'élève à près de 3 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB, des chiffres qui font souvent peur. Alors première question très simple, la situation de la France est-elle critique financièrement parlant ? Alors la dette publique représente plus de 3 000 milliards d'euros, en effet, environ 110% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce qu'on produit chaque année et aussi de la somme des revenus qui sont gagnés chaque année. Alors est-ce que c'est inquiétant? Pas à court terme. Pas à court terme parce que cette dette, elle est facilement remboursée en réempruntant les mêmes montants et on emprunte facilement. La France emprunte facilement aujourd'hui à des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'il y a 2 ou 3 ans. Mais cette hausse des taux d'intérêt, tous les pays l'ont connue pour les mêmes raisons, à cause de la résurgence de l'inflation. Et en fait, on a un taux d'intérêt qui est un peu supérieur à celui de l'Allemagne, qui est considéré comme le bon élève, mais pas beaucoup. Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est plus un problème de long terme. C'est-à-dire que si on est sur une mauvaise pente, la dette publique française, en 1980, elle ne représentait que 20% du produit intérieur brut. Donc on est passé en 45 ans de 20% à 110%. Donc on est sur une pente croissante. On n'est pas encore au niveau de l'Italie qui est au-dessus, mais on s'en approche inexorablement. Et le problème, c'est qu'un jour, peut-être les créanciers de l'État s'inquiéteront et se diront on pourra plus être remboursé parce que l'État français ne pourra plus réemprunter. Et à ce moment-là, on a parfois des phénomènes sur les marchés que les économistes appellent l'effet de boule de neige, c'est-à-dire que les acteurs des marchés demandent comme à une entreprise, comme si une entreprise se trouvait en difficulté, ils demandent des taux d'intérêt plus élevés, ou un ménage qui a des difficultés, on demande des taux d'intérêt plus élevés. Alors ça aggrave le problème et on arrive à un moment où les créanciers ne prêtent plus. Bon, là, on est très mal. À ce moment-là, il faut négocier avec ces créanciers, négocier un plan de redressement, de restructuration de la dette, et c'est toujours douloureux pour tout le monde. Et justement, si la France ne peut plus emprunter sur les marchés financiers, quel problème concrètement cela poserait-il ? Là, ça ne peut plus emprunter sur les marchés. Là, c'est très simple. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des administrations publiques, c'est la seule chose qui compte au niveau international, c'est-à-dire à la fois l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale et puis tous les établissements publics qui sont contrôlés par l'État ou des collectivités locales. Si on prend cet ensemble, on a aujourd'hui des recettes. Cet ensemble a des recettes qui sont inférieures d'à peu près 160 milliards d'euros en 2023, 160 milliards d'euros à leurs dépenses. Donc on a un écart entre les dépenses et les recettes de 160 milliards d'euros. Si vous ne pouvez pas emprunter ces 160 milliards d'euros, c'est très simple. En fait, vous ne pouvez pas les dépenser. C'est-à-dire que vous êtes obligé de couper. Si ça arrivait comme ça arrive rarement aussi brutalement, mais si ça arrivait comme ça aussi brutalement, ça veut dire qu'il faut faire des coupes sombres dans les retraites, dans les remboursements d'assurance maladie, dans les salaires des fonctionnaires, à hauteur de 160 milliards d'euros. C'est la catastrophe, là. On n'en est pas encore là. Et vous avez dit justement qu'à court terme, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir. Cela veut-il dire que l'on peut élaborer toutes les politiques publiques que l'on veut sans s'inquiéter de l'augmentation de la dette ?
Non, parce que on a un problème quand même de moyen long terme. Si on fait n'importe quoi, ceux qui nous prêtent de l'argent, c'est-à-dire des banques, des assurances, des fonds de pension, des fonds souverains d'autres pays, risquent de se poser des questions et se dire on va pas continuer comme ça éternellement. Donc en effet, ils risquent de s'inquiéter et de ne plus prêter. Donc non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même montrer qu'on est capable, qu'on garde le contrôle de cette dette. Elle peut augmenter, hein. Il est normal qu'elle augmente dans les périodes de crise. Par exemple, là, en 2020, c'était normal qu'elle augmente parce que, voilà, les recettes publiques se sont effondrées, l'activité s'étant effondrée, on a pris des mesures de relance, de soutien de l'activité, tout ça coûtait très cher, quoi qu'il en coûte. Et donc, c'est normal, il était normal que la dette augmente. Maintenant, dans une situation plus normale, on n'est pas en situation de crise, il faut montrer qu'on est capable de la contrôler. Sinon, en effet, les acteurs des marchés financiers risquent de s'inquiéter. Il y a toujours une certaine image à avoir, une bonne image. Exactement. D'accord. Donc on a parlé de l'évolution de la dette, mais concrètement, quelles sont les grandes raisons de l'augmentation du déficit public chaque année? Qu'est-ce qui coûte à l'État, mais surtout qu'est-ce qui coûte cher à l'État? Alors, c'est un déficit public, donc c'est un écart entre des dépenses publiques et des recettes publiques. Les recettes publiques, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. C'est les impôts et les cotisations sociales. Donc les impôts prélevés par l'État ou les collectivités locales et les cotisations sociales prélevées par la sécurité sociale. Donc ça, c'est des recettes. Et puis en face de ces recettes, on a des dépenses. Les dépenses publiques, pour la moitié, c'est les dépenses sociales. Le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. 20% des dépenses publiques, c'est les remboursements d'assurance maladie. Et puis après, vous avez les services publics, la masse salariale, en particulier la masse salariale, les dépenses de personnel de l'État et des collectivités locales, ça fait aussi à peu près 20% des dépenses publiques. Puis après, vous avez des subventions, vous avez la charge d'intérêt, justement, qui n'est pas nulle. Vous avez plein de choses comme ça. Mais voilà, donc vous avez les prestations sociales, la masse salariale des administrations, les autres dépenses de fonctionnement des administrations, et puis des tas de choses un peu diverses, subventions, charges d'intérêt, etc. Et donc, globalement, on en a trop par rapport aux recettes. Et ça, c'est pas nouveau. C'est en fait, on a équilibré les recettes et dépenses. La dernière fois, c'était en 74. C'était il y a 50 ans. Depuis, on a un écart qui oscille au fur et à mesure, dans le temps, qui a été plus ou moins élevé, qui est un écart qui est plus important dans les périodes de crise, évidemment, qu'on résorbe à peu près après, mais pas totalement, et qui se recreuse à nouveau dans la crise suivante. Et donc, globalement, on a depuis 50 ans un déficit public qui s'accroît en tendance. Voilà, donc tous les gouvernements français qui se sont succédés depuis 50 ans en sont responsables, en fait. Et donc des dépenses sociales qui coûtent cher, et qu'est-ce qui explique cette hausse des dépenses sociales? Alors, derrière la hausse des dépenses sociales, il y a depuis 50 ans, il y a beaucoup de choses. En fait, elles ont surtout beaucoup augmenté dans les années 70-80, parce qu'on a élargi le champ d'un certain nombre de prestations sociales. Les allocations logement, par exemple, ont été universalisées, comme on dit. L'assurance maladie aussi. Les retraites ont été quand même beaucoup revalorisées dans toutes ces années-là. Puis après, ça a quand même continué. Alors, ça continue pour des raisons mécaniques. Les retraites en sont un très bon exemple. Les retraites, le poids des retraites augmente spontanément pour des raisons démographiques, parce que nous vieillissons. Il y a de plus en plus de vieux par rapport aux actifs. Donc nous vieillissons et les retraites sont revalorisées chaque année en fonction sur les prix, l'inflation. Donc ça fait, cette année par exemple, on a revalorisé les retraites de un peu plus de 5% au début de l'année. C'est simplement la prise en compte de l'inflation avec un petit décalage. On a mis, ça coûte en année pleine cette année, ça coûte 14 milliards pour les retraites de base, 18 milliards si on rajoute ce qu'on appelle les retraites complémentaires. Donc donc chaque année on a ce genre de choses, et donc au total les dépenses sociales augmentent, oui, mécaniquement. Et face à cette augmentation, pourrait-il exister une limite à ne pas dépasser?
Non, on ne sait pas. Les économistes ne savent pas au-delà de quel niveau, justement, à partir de quel niveau, toujours en pourcentage du produit intérieur brut. Je me dis, c'est la somme des revenus. Donc c'est sur le produit intérieur brut qu'on prélève des impôts et cotisations sociales. Donc c'est un peu, voilà, ce sur quoi on peut prélever pour rembourser la dette. Donc et pour faire des comparaisons internationales. Donc on rapporte au produit intérieur brut, mais aucun économiste ne peut vous dire qu'à partir d'un certain seuil de dette en pourcentage du produit intérieur brut, tout d'un coup, les marchés prennent peur et c'est la catastrophe. Parce que ça dépend de facteurs parfois très qualitatifs, spécifiques à chaque pays, à chaque période. C'est un peu comme une entreprise ou un ménage. Si vous arrivez à convaincre votre banquier que tout va bien, que vous allez avoir, si vous êtes une entreprise, un super chiffre d'affaires dans les années qui viennent, ou si vous êtes un ménage, que vous allez avoir des revenus qui vont fortement augmenter, si vous arrivez à convaincre votre banquier, pas de problème, il va vous prêter de l'argent. Les États, c'est pareil. S'ils arrivent à avoir une politique crédible, et la crédibilité, c'est assez subjectif, ils peuvent continuer à emprunter pendant très longtemps. Pour revenir un peu sur le déficit public, récemment le déficit public de 2023 a été annoncé à 5,5% du PIB, souvent associé à un manque de rigueur budgétaire de la part de l'État. Comment expliquer un tel chiffre alors que dans les faits, en 2023, on a d'une part pas connu de crise économique majeure, et d'autre part, le quoi qu'il en coûte, mis en place lors de la pandémie de Covid, était terminé. Alors, il n'est pas totalement terminé, en fait, parce que toutes les mesures, les mesures liées au Covid, oui, sont terminées. En revanche, en 2022, on a eu une forte hausse des prix de l'énergie. Et l'État, en France comme ailleurs, d'ailleurs dans beaucoup de pays, a pris des mesures pour atténuer l'impact de cette hausse des prix du gaz, du pétrole sur les ménages. Donc on a mis en place des boucliers tarifaires, électricité, gaz, carburant, etc., qui ont encore eu un coût important en 2023, et même encore en 2024 un peu. Donc c'est pas totalement terminé, c'est une partie de l'explication. Ce qui s'est passé aussi en 2023, c'est qu'en fait, on voit qu'on a eu une croissance très faible du produit des prélèvements obligatoires, des impôts et cotisations sociales. En fait, ils avaient beaucoup augmenté en 2022 de manière, je dirais, un peu anormale. Anormale. Ça arrive souvent que des impôts, comme l'impôt sur le bénéfice des sociétés, il est très volatile. Il augmente certaines années très fort, surtout quand il y a un rebond de l'activité, comme en 2021-2022. Donc il augmente fortement, et puis après il y a une espèce de normalisation, il diminue, etc. C'est ce qui est arrivé. Donc en fait, en 2022, on a eu de trop bonnes surprises. On a d'ailleurs battu un record pour ce qui est du taux des prélèvements obligatoires. C'est le rapport entre le total de ces prélèvements obligatoires et le PIB. On a battu un record en France, qui était quand même un peu bizarre, après avoir fait 50 milliards de baisse d'impôts. Donc il y avait une anomalie, c'était l'effet de cette hausse de l'impôt sur les sociétés, des impôts sur l'immobilier aussi, qui ont beaucoup rapporté, parce que le marché de l'immobilier a été très très porteur encore en 2021-2022, les prix montaient, les transactions augmentaient, donc les impôts sur l'immobilier ont beaucoup rapporté, et puis en 2023, ça va pas du tout. La situation est totalement inverse, et donc quelque part, il y a en 2023 pour moi une espèce de normalisation des prélèvements obligatoires qui reviennent à un niveau un peu plus normal compte tenu de toutes les baisses d'impôts qu'on a fait dans les années précédentes. Toujours en parlant d'impôts et de taxation, pour combler ce déficit, Gabriel Attal a par ailleurs chargé à un groupe de travail composé de députés de la majorité de réaliser un rapport sur la taxation des rentes. Ce rapport sera délivré en juin. Pensez-vous que la taxation des rentes est une des solutions pour combler le déficit public ? C'est très compliqué en fait, parce que c'est facile de parler de rente, mais en pratique c'est très 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 difficile de déterminer où sont les rentes. Des rentes, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y a partout des entreprises qui sont protégées. Parfois d'ailleurs c'est des protections réglementaires. Il y a des réglementations qui font que le nombre de notaires il est limité ou il augmente pas beaucoup. Voilà. Donc on peut dire que c'est des rentes. Il y a des rentes liées au fait que certaines entreprises sont économiquement ont une situation dominante sur un marché et peuvent avoir des prix supérieurs à des prix qui seraient le cas en cas de concurrence. Donc il y a des rentes d'origine très très différentes et c'est très difficile de dire telle ou telle entreprise bénéficie ou non d'une rente.
on peut dire oui, elle a des profits plus élevés que celui des années précédentes, mais justement les profits comme l'impôt sur les sociétés, c'est très fluctuant hein, d'une année à l'autre. Alors quelle est la norme? C'est très difficile. Bon, il y a des entreprises qui sont visées par le gouvernement, qui ont déjà été visées en 2023, c'est les producteurs d'énergie, parce que c'est vrai qu'il y a eu la hausse, cette hausse très très forte des prix du gaz, de l'électricité, des carburants, etc., en effet, a gonflé les profits d'un certain nombre d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Donc le gouvernement a déjà essayé en 2023 de récupérer une partie de ses profits. Ça n'a pas très bien marché parce que les prix n'ont pas évolué comme il le pensait. Je pense qu'il est en train de réessayer. Voilà. Et donc pour vous, cette taxation des rentes, ce serait une taxation des super profits déguisés, d'une certaine manière. C'est des super profits de certaines entreprises. Enfin, en tout cas, ce que je comprends des intentions du gouvernement, c'est pas encore totalement clair, mais ce que je comprends de leurs intentions, c'est qu'il s'agit de prélever en effet une partie des super profits liés à la hausse des prix de l'énergie qu'il y a en ce moment ou ces deux dernières années. Et taxer justement ces super profits, est-ce que ce serait une solution envisageable pour combler le déficit public Non, parce que les enjeux sont très très différents. Donc le gouvernement a déjà essayé en 2023, mais il s'est trompé justement sur la hausse des prix de l'énergie. Toute la difficulté, c'est que ça repose sur des prix de l'énergie qui sont très très volatiles. Hein. Il suffit qu'il se passe des choses en mer Rouge, donc ça monte, ça baisse, voilà. Donc ça, c'est quand même très 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 volatile. Et ce qu'il avait l'intention en 2023, au début, il avait l'intention de récupérer, je crois que c'était 4 ou 5 milliards d'euros. Donc c'est pas rien, c'est bien, mais le déficit public total, c'est 160 milliards d'euros. Alors il n'est pas question de le ramener à zéro, personne n'imagine de le ramener à zéro, mais on voit bien que ça ne suffit pas là, ça ne permet de le réduire qu'un peu. Bon, c'est pas rien, mais voilà, on peut pas se contenter de ça. Oui, donc un déficit total de 160 milliards d'euros, c'est ce que vous avez dit, qui est difficile à combler de certaine manière. Ah bah bon, que personne n'imagine combler. L'ambition d'ailleurs du gouvernement, maintenant la seule ambition que se donnent les gouvernements, c'est de ramener ce déficit public qui représente 5,5% du PIB, de le ramener en pourcentage du PIB en dessous de 3%, parce que 3%, normalement, c'est la limite qu'on ne devrait pas franchir, sauf en raison particulière, en Europe, depuis qu'on a signé un traité à Maastricht en 92. Et donc parallèlement, toujours s'agissant des prélèvements obligatoires, certains militent pour une augmentation des impôts. Est-ce vraiment la solution miracle? Alors, on peut toujours augmenter les impôts, c'est toujours plus facile que de réduire les dépenses. Le problème de la France, c'est qu'on l'a fait souvent. Et donc, on sait, en 2022, alors c'était un peu spécial pour les raisons que j'ai indiquées, on avait le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE. Alors, ça sera peut-être pas le cas en 2023 puisqu'il a baissé. Donc, mais si on n'est pas sur le podium, on sera juste en dessous du podium. Hein. Donc, et si on a des prélèvements obligatoires qui sont beaucoup plus élevés que ceux de nos voisins et concurrents, on finit par avoir des problèmes de compétitivité des entreprises, d'attractivité du territoire pour les ménages, les jeunes comme vous qui finissent par aller partir aux États-Unis ou ailleurs pour aller travailler parce qu'ils trouvent qu'ils gagnent plus d'argent. Enfin voilà, on risque d'avoir quand même ce genre de phénomène. Donc on ne sait pas quelle est la limite, hein, c'est comme pour la dette, mais je pense qu'avant donc de penser à augmenter les prélèvements obligatoires, il faudra essayer quand même de réduire un peu les dépenses publiques. Après, si on n'y arrive pas, et en effet ça va être très 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 difficile, on se posera la question des prélèvements obligatoires. Justement, on peut revenir sur cette possibilité de réduction des dépenses publiques. On a parlé d'impôts, de déficit public, mais concrètement, quels sont selon vous les principaux défis auxquels sont confrontées les finances publiques françaises actuellement et quelles mesures pourraient être prises pour les relever? Alors, quand on se compare aux autres pays en rapportant le montant des dépenses publiques, alors en général au produit intérieur brut, puisque ça permet d'avoir un espèce d'étalon qui permet de comparer la France avec la Belgique, sinon en euros ça veut rien dire. Donc en faisant ça, on s'aperçoit que c'est un peu partout qu'on a des dépenses publiques plus élevées que les autres. Si c'était un seul endroit, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, et ça serait plus simple. Mais non, c'est un peu partout. Donc c'est aussi bien
sur les dépenses sociales que même sur les dépenses d'éducation. En fait, on dépense plus que les autres. Alors après, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on dépense beaucoup plus que les autres sur le secondaire, mais moins sur le supérieur et sur le primaire. Donc on voit, voilà. Après, et donc, mais ça montre quelle est la difficulté. C'est un peu partout. Donc en fait, il faut prendre des mesures, jouer un peu sur tous les leviers. Sur les retraites, on en a un peu parlé tout à l'heure. On a mis sur la table, si je puis dire, quasiment 18 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 2024 en indexant sur les retraites sur l'inflation. Si on indexait les retraites sur un point de moins que l'inflation, ça ferait une économie de 3 à 4 milliards d'euros, de manière totalement mécanique. Hein. Je sais pas. Voilà. Après, politiquement, c'est une autre histoire. Parce que voilà, les retraités votent. Votent plus que les jeunes. Donc voilà. Donc ce serait faire des réductions de dépenses publiques un peu partout finalement. Et donc en fait il faut en faire, et voilà, donc l'indexation ça ne jouera pas, il faut aussi aller regarder la masse salariale de la fonction publique. Les effectifs de la fonction publique ont beaucoup augmenté depuis une vingtaine d'années, alors surtout dans les collectivités locales, donc ça veut dire il y a des économies à faire dans les collectivités locales. Le problème pour l'État, c'est que les collectivités locales sont autonomes, elles gèrent leurs effectifs, elles recrutent qui elles ont envie de recruter. Et donc la seule chose que peut faire l'État, c'est réduire les ressources qu'il accorde aux collectivités locales. Il leur en accorde beaucoup. Chaque année, l'État verse 50 milliards de subventions aux collectivités locales. Et puis il leur affecte des impôts, des morceaux de TVA. Bon, alors les collectivités locales diront oui, mais c'est parce qu'il a supprimé la taxe d'habitation, etc. Donc c'est une compensation. Bon, il y a des dialogues de sourds entre les deux, mais toujours est-il que voilà, le problème c'est que l'État peut seulement jouer là-dessus, ou jouer sur ce qu'il verse aux collectivités locales pour essayer de les obliger à choisir elles-mêmes, à faire elles-mêmes des choix et à faire des économies. Donc il y a les collectivités là, il y a on a parlé aussi, donc il y a les subventions, les aides. C'est vrai qu'il y a des subventions aux entreprises, aux ménages d'ailleurs, des aides, on les a multipliées d'ailleurs avec le Covid un peu dans tous les sens. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément très très efficaces. Hein. Donc il y a un ménage à faire aussi de ce côté-là, c'est sûr. Hein. Donc, qu'en est-il des coupes budgétaires? On a parlé un peu de coupes budgétaires. Dans l'actualité, on entend beaucoup parler de coupes budgétaires. Est-ce une solution aussi intéressante? De toute façon, tout ça se traduit. Alors, on parle de coupes budgétaires quand il s'agit de l'État. Voilà. Bon, les dépenses, quand il s'agit de dépenses sociales, retraite, maladie, famille, etc. Donc, on ne parle pas de coupes budgétaires, mais on peut faire des économies. Voilà. Dans le cas de l'État, l'État, en fait, il a chaque année, le Parlement vote un budget. Donc avec des crédits budgétaires qui sont limitatifs, c'est-à-dire que quand on arrive au bout des crédits, les comptables ne peuvent plus payer. Donc voilà, on peut pas aller plus loin. Donc à certains moments, c'est ce qu'on vient de faire là il y a 3 semaines. Le Parlement avait voté un budget pour 2024 et le gouvernement a annulé une partie de ces crédits budgétaires à hauteur de 10 milliards. Oui, là, il y a une coupe budgétaire, il y a des coupes budgétaires qui ont été faites. C'est un moyen de réguler les dépenses publiques, bien sûr. C'est un moyen de faire des économies. Alors, c'est critiqué parfois parce qu'en disant, ah oui, mais on a fait ça, c'est un coup de rabot, de manière à l'aveugle. Bon, en réalité, c'était pas à l'aveugle. Hein. On voit qu'il y a des programmes budgétaires, il y a des ministères qui ont plus souffert que d'autres. L'effort n'a pas été réparti et totalement également, voilà. Donc c'est pas totalement à l'aveugle, c'était voulu, assumé, et donc oui, les coupes budgétaires, ça fait partie de la panoplie, oui. Toujours parlant du gouvernement, quand Bruno Le Maire annonce un objectif de passer sous les 3% du déficit public d'ici 2027, vous en avez un peu parlé juste avant, est-ce que c'est envisageable? Je ne pense pas qu'on y arrive, parce que pour y arriver, il faut d'abord que la croissance de l'activité soit quand même suffisamment forte, c'est-à-dire qu'elle rebondisse. Là, à partir de là, on est un peu dans un trou d'air là, début 2024. Donc, il faut qu'elle reparte vraiment franchement dans les années qui viennent. Et puis ensuite, comme le gouvernement ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires, sauf à la marge, ça va reposer essentiellement sur des économies sur les dépenses publiques. Et ces économies, elles sont toujours très 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 difficiles à faire. Parce qu'une dépense publique, c'est toujours des euros qui vont dans la poche d'un ménage ou d'une entreprise. Donc quand vous voulez faire des économies, il y a des hurlements dans tous les sens. Voilà. Et donc je pense que dans le contexte politique et culturel, social, français actuel, je pense qu'on n'y arrivera pas.
Et puis, je pense que c'est pas forcément une bonne idée économiquement de se donner un objectif de déficit, je dirais, coûte que coûte. Si le déficit public est plus élevé parce que la croissance est plus faible, parce que les recettes augmentent moins pour diverses raisons, je dirais tant pis. Et même au niveau européen, les règles budgétaires ne nous imposent pas de viser un déficit public de 3% du PIB impérativement en 2027. On doit revenir à un déficit de 3% du PIB, mais en réalité, les textes européens ne disent pas dans quel délai. Donc ça peut être un peu plus tard. Donc c'est plus une trajectoire qu'un réel objectif précis donné. C'est un objectif, un horizon qui peut être décalé dans le temps. Justement, toujours en parlant du niveau européen, si on élargit un peu au niveau européen, la France ne respecte manifestement pas, et ce depuis plusieurs années, le pacte de stabilité européen. Celui-ci est-il toujours bénéfique pour l'Europe en général et la France en particulier, ou nécessite-t-il d'être réformé? Alors ce pacte, il était nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de tout ça, donc il y a la création de l'euro. L'euro, c'était un souhait français. Parce que le franc était en permanence dévalué, et donc on était à la remorque de l'Allemagne. Et à un moment, on s'est dit qu'on préférait avoir une monnaie commune et copartagée avec un co-pouvoir de décision plutôt que d'être tout le temps à la remorque de l'Allemagne, essayer de s'aligner sur l'Allemagne pour éviter que le franc ne se dévalue. Les Allemands, eux, ils n'avaient pas envie, spécialement, d'abandonner le mark, qui était grâce auquel ils avaient, ils avaient eu leur renaissance économique d'après-guerre. Et donc la contrepartie demandée par les Allemands, c'était ces règles budgétaires. Les Allemands sont allergiques à l'inflation et n'avaient aucune envie de se retrouver dans la situation où finalement ils se sont retrouvés, c'est-à-dire d'avoir à aider financièrement des pays où que la BCE, la Banque Centrale Européenne, est à aider des pays qui ont en difficulté financière. Et donc ils ont mis en place ces règles. Donc ces règles, je dirais, c'est un peu le règlement de copropriété de l'euro. Donc elles sont nécessaires, mais c'est vrai qu'elles ont été très peu respectées, parce que les sanctions n'ont jamais été appliquées. Il y a des sanctions financières qui sont prévues, mais on a toujours trouvé d'excellentes raisons pour ne pas les appliquer. Après, elles sont utiles parce qu'elles donnent un cap, elles permettent, voilà, au moins le gouvernement français, quand il ne les respecte pas, il est obligé d'expliquer pourquoi on n'est pas revenu à 3% du PIB à telle année, mais qu'on va reporter, faire ça un peu plus tard. Donc c'est utile dans ce sens-là, mais c'est pas non plus le carcan qu'on croit parfois, parce qu'en réalité on ne les respecte pas et on n'est pas sanctionné. D'accord. Enfin, dernière question et nous passerons au thème suivant juste après. Les temps changent, la société évolue et la transition écologique devient un impératif pour tous. Pourtant, les dépenses publiques dans ce domaine semblent avoir du mal à suivre, comme en témoignent les coupures budgétaires en ce début d'année. Pourquoi a-t-on peur de s'endetter pour l'écologie? Comment faire pour avoir des dépenses budgétaires en adéquation avec la crise climatique? Alors qu'on s'endette pour l'écologie ou pour autre chose ne change rien pour nos créanciers. Contrairement à un des grands mérites d'un rapport qui a été rendu l'an dernier par Jean Pisani et Selma Mahfouz, qui est un peu aujourd'hui la référence sur l'impact économique et l'impact budgétaire de la transition économique, ça a été de montrer que il faut rien attendre, je dirais, de positif de la transition écologique en matière de croissance et de finances publiques. Ça ne se traduira pas par une croissance supérieure, au contraire, dans un premier temps, ça va plutôt se traduire par une croissance plus faible, et ça n'aura pas d'impact favorable sur les finances publiques, au contraire. Donc ça présente. Et si vous vous endettez pour financer des mesures en faveur de la transition climatique, comme ça n'aura pas d'effet favorable sur la croissance future, pour les créanciers de l'État, c'est pas terrible. Voilà. Donc il y a un vrai problème. Je le dis souvent, aujourd'hui les dépenses publiques, elles représentent 57% du produit intérieur brut. Ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il faudrait, pour la transition climatique, les augmenter de 1,0 à 1,5 point de PIB en 2030. Voilà. Mettons 1,5 point de PIB. Dans l'idéal, je pense que redéployer les dépenses publiques pour les baisser de 1,5 point à certains endroits et mettre 1,5 point de plus sur la transition climatique, ça ne devrait pas poser de problème. Le problème auquel on est confronté, qui commence à relever de la quadrature du cercle,
hein, c'est que non seulement il faut faire ces redéploiements en faveur de la transition climatique, mais aussi d'autres priorités. On va peut-être être obligé d'augmenter les dépenses militaires, hein, par exemple, à plus ou moins court terme. Donc il faut faire ces redéploiements, mais en plus il faut réduire les dépenses publiques pour réduire le déficit. C'est là où ça devient très très compliqué, je le reconnais. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, et là il y a des choix, il va falloir faire des choix. La transition écologique se traduirait forcément vers un ralentissement de la croissance. C'est ce que nous dit le rapport de Pisani-Mahfouz. Il nous dit qu'on peut certes espérer une croissance plus forte à moyen long terme par rapport à une situation d'inaction, par rapport à une situation où on ne fait rien et où on paiera les catastrophes climatiques à un horizon qu'on ne connaît pas très bien, hein, mettons 2030, 2040, etc. Donc à moyen long terme, on va y gagner. Mais dans un premier temps, il faut remplacer des tas d'investissements, de matériel, remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques. Ça coûte très très cher, hein, tout ça. Et ça fait pas plus de pouvoir d'achat et de croissance pour les gens. Hein. On va remplacer, parce que c'est pas parce qu'on va remplacer des voitures, des voitures thermiques par des voitures électriques. Elle rendra toujours le même service et encore peut-être moins avec une voiture électrique pour le moment, parce qu'elle a de moins bonnes performances. Donc ça fait pas plus de pouvoir d'achat, ça va faire même plutôt en faire moins. Ça va faire moins de gains de productivité, donc moins de pouvoir d'achat, au moins sur les 10 prochaines années. Donc il faut pas, les emplois verts, on va créer des emplois verts. Typiquement, dans l'automobile, on va créer des emplois verts pour construire des batteries, mais on va détruire plein d'emplois de gens qui fabriquaient des moteurs diesel. Hein. Donc, c'est pas, dans un premier temps, c'est pas bon pour l'économie. Hein. L'enjeu social aussi derrière, voilà. C'est conséquent. Bien sûr. Hein. Ok, alors, merci. Donc, deuxième thème que nous allons aborder, la sécurité sociale. Pour rappel, en 2022, les dépenses liées à la protection sociale représentent 32,2% du PIB de l'État. Est-ce trop ? La France est-elle trop généreuse ? Alors, c'est difficile de dire que on est trop généreux, parce qu'il y a plein de gens vous diront qu'ils ont à peine de quoi vivre, même avec toutes ces prestations sociales, etc. C'est un problème d'adéquation entre des dépenses et des recettes. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que pour financer ce modèle social, il faut lever des impôts et des cotisations sociales. Hein. De plus en plus d'impôts d'ailleurs. Historiquement, la sécurité sociale était financée surtout par des cotisations sociales. Les cotisations sociales aujourd'hui ne représentent plus qu'à peu près la moitié des recettes de la sécurité sociale au sens large. Le reste, c'est des impôts, c'est des bouts de TVA, c'est des impôts, les taxes sur les alcools, les tabacs, des taxes sur des taxes très très sur les conventions d'assurance, sur plein de trucs. Voilà. Donc donc le problème, c'est cette adéquation entre des dépenses et des ressources. Globalement, donc le fait que ces impôts et cotisations sociales, on est sur le podium ou au pied du podium pour le total de ces impôts et cotisations sociales, et donc on peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a un moment où il va falloir s'arrêter. Donc il faut faire des choix. C'est toujours très très difficile parce qu'en matière de protection sociale, quand on essaye de réduire les dépenses sociales, ça pèse toujours sur des gens. Donc il y a des gens qui sont pénalisés. Donc c'est difficile, mais on va être obligé de le faire. Et face à cette hausse des dépenses sociales, certains défendent l'idée d'une préférence nationale pour limiter notamment donc, les dépenses en matière de protection sociale. Est-ce une solution réellement pertinente pour répondre à ce défi ? Alors derrière, il y a le sujet de l'impact économique et budgétaire de l'immigration qui est derrière. Ce que disent les économistes, c'est que l'immigration est en général, au moins à court moyen terme, plutôt favorable aux finances publiques et à la croissance. Pourquoi ? Parce que les immigrés sont en général plutôt jeunes et actifs. Donc ils travaillent et ils touchent pas de retraite dans un premier temps, avant quelques années. Donc c'est plutôt bon. C'est ce que montrent les économistes ou les études au niveau international. Il y en a beaucoup sur les États-Unis en particulier. Après, la France est dans une situation un petit peu particulière dans la mesure où on a une assez forte immigration non qualifiée d'un côté, et de l'autre côté, on a un salaire minimum qui est parmi les plus élevés
quand on le rapporte au salaire moyen de la population. Donc il y a un peu une incohérence, c'est difficile, avec un salaire minimum et un coût du travail normal au niveau du salaire du SMIC. C'est un peu difficile pour les entreprises d'employer des gens qui ont des qualifications qui sont très faibles, qui maîtrisent pas forcément le français. Voilà. Donc on a un problème qu'on résout en France depuis des années et des années par des allègements de cotisations patronales au niveau du SMIC, mais on arrive au bout de cette logique, parce qu'il n'y a plus de cotisations patronales au niveau du SMIC, on a fini par toutes les annuler. Et donc, on a ce problème spécifique. Maintenant, les enjeux, même si on tient compte de ça, l'enjeu en termes de finances publiques, il est pas gigantesque, hein, contrairement à ce que laissent croire certains. Il est peut-être de quelques milliards, mais à nouveau, par rapport aux 160 milliards du déficit public, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas un vrai sujet budgétaire. Peut-être y a-t-il des petites mesures à prendre, voilà, mais c'est pas un enjeu considérable. Ah oui, donc le poids de l'immigration, du moins le coût de l'immigration dans les finances publiques de manière générale n'est pas très conséquent. Il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'affirmations. Il n'y a pas beaucoup d'études. Enfin, il y a des études à l'étranger, hein, je vous l'ai dit, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il y a pas mal de choses. Dans le cas de la France, il y en a beaucoup moins. Mais je dirais intuitivement, voilà, au vu de ce qui existe quand même, ça peut être un coût de, je sais pas, 2, 3, 4, 5 milliards, j'en sais rien, hein, mais c'est cet ordre de grandeur, c'est pas 160. Et pour revenir un peu sur le système de sécurité sociale, est-ce que le système de sécurité sociale en France est réellement compris par les citoyens selon vous? Non, pas forcément. Typiquement, je vais prendre le cas des retraites. Il y a beaucoup de gens, quand on parle là, parce que c'est dans le sujet de la sous-indexation des pensions et dans l'actualité, il y a les politiques en parlent, etc. Et quand on dit aux retraités français, bon, on va peut-être pas indexer votre pension sur l'inflation, mais peut-être un peu moins, ils disent, c'est scandaleux d'abord. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, ah oui, mais nous, on a cotisé toute notre vie pour notre retraite. Donc c'est pas normal, on a travaillé, on a cotisé, etc. Et là, ça prouve qu'ils n'ont pas bien compris quelle est la nature des régimes de retraite français, qui sont des régimes par répartition. En fait, ils n'ont pas cotisé pour leur retraite, ils ont cotisé pour la retraite de leurs parents. Et aujourd'hui, leur retraite, elle n'est pas financée par les cotisations qu'ils ont payées il y a 20 ans ou 30 ans, elle est payée par les cotisations que payent aujourd'hui les actifs. En fait, dans un régime de retraite par répartition, les actifs financent les retraites de leurs parents et leurs retraites ensuite seront financées par les cotisations de leurs enfants. D'où l'importance du ratio démographique, hein, le fait qu'on vieillit, qu'il y a de plus en plus de vieux par rapport aux jeunes. Mais ouais, les Français ne comprennent. Là, typiquement, je pense qu'il y a un problème de compréhension du fonctionnement de base d'un régime de retraite par répartition. Ok, c'était très intéressant. Bien que la sécurité sociale en France soit un pilier de la protection sociale, elle est confrontée à des défis majeurs. On l'a notamment observé avec la pandémie de Covid-19. Quelles ont été les principales leçons tirées de la gestion de la crise sanitaire? Quelles réformes pourraient être envisagées pour renforcer la résilience de la protection sociale à l'avenir? Alors, le principal problème auquel on a été confronté a été un problème de disponibilité de places d'hôpitaux en soins, de réanimation. Il n'y avait pas suffisamment de lits. On a eu, alors ça, c'était pas lié au Covid lui-même, mais au fait à la chute de l'activité économique partout dans le monde. Il n'y a plus de transport, les usines ont fermé partout. Donc on s'est retrouvé en manque de certains produits, médicaments, produits santé, des masques, etc., qu'on n'avait pas. Et donc la leçon qu'on en a tirée, c'est d'augmenter les moyens de l'hôpital, etc. Donc il y a eu un gros effort dans les dépenses liées à la crise Covid. On a augmenté quand même très très fortement les moyens mis à la disposition financiers et en personnel des hôpitaux. Donc on en a tiré cette leçon-là. On en a tiré des discours, je dirais, sur la nécessité d'être plus indépendant en termes de production, de médicaments, de tas de choses. Ça reste un peu plus théorique. Parce qu'en pratique, c'est pas si évident. Voilà, si on
la production de médicaments est délocalisée, c'est parce qu'on a du mal à les produire de manière compétitive en France. Tout ça, ça renvoie au sujet des impôts, des tas d'autres choses. Donc moi, je pense que en fait, les solutions sont un peu différentes face à ces problèmes. Je pense qu'il faut surtout avoir des stocks. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut avoir un besoin typiquement de masques. Donc on s'est trouvé, voilà, on a pataugé, le gouvernement a pataugé pendant plusieurs semaines au début du Covid parce qu'il ne pouvait pas reconnaître qu'il n'y avait pas de stock de masques. Et pourquoi n'y avait-il pas de stock de masques? Parce que 10 ans avant, il y avait eu une alerte sur un virus du même genre en Chine, dont on disait à l'époque qu'il allait déferler sur l'Europe, etc. Et à cette époque, c'était Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé. Elle avait constitué de très gros stocks de masques. Et le virus en question n'a pas déferlé sur l'Europe. Je sais plus comment il s'appelait. C'était du même genre. Ouais, c'était un SRAS, c'est un peu du même virus du même genre. Et donc après, elle a été très très fortement critiquée sur le thème. On a dépensé 1 milliard d'euros pour acheter des masques qui n'ont servi à rien. Donc après, on a déstocké. Voilà, donc c'est ce genre d'erreur qu'il faut pas faire. Elle avait raison. Elle avait raison. Il fallait faire des stocks. De la même façon qu'il peut y avoir des stocks stratégiques d'antibiotiques ou de tout ce que vous voulez. La solution est que, en matière par exemple de pétrole, mais pour des raisons militaires, on sait que les militaires ont besoin de pétrole pour faire marcher les chars. Et la France est dépendante du pétrole. Donc depuis, je dirais, une centaine d'années, on oblige les entreprises, les raffineurs et les distributeurs de pétrole à avoir des stocks stratégiques. Et tous les grands pays le font. Et régulièrement, il y a les Américains publient toutes les semaines le niveau des stocks, des stocks stratégiques de pétrole. C'est la même chose pour des tas d'autres produits. Justement, avoir ces stocks, ça permettrait de réduire les coûts de la protection sociale. Ça permet, c'est une façon plus simple de lisser, en tout cas. Constituer des stocks, ça a un coût, mais c'est un coût à un moment, et après, on peut éviter, voilà. Donc il y a un coût de stockage qu'il faut accepter, mais ça permet d'éviter ce genre de situation où finalement on est obligé d'acheter ces produits très chers parce que plus personne n'en produit, donc forcément les prix montent. Voilà, donc il faut mieux les lisser, faire du lissage comme ça en stockant que d'avoir des à-coups, acheter des masques à un moment, les en avoir besoin à un autre moment, enfin les payer très cher. Enfin voilà, une bonne gestion, c'est le stockage. Et enfin, pour conclure ce thème, avec l'émergence de nouvelles technologies et des nouvelles formes d'emploi, comment la sécurité sociale peut-elle s'adapter pour mieux protéger les travailleurs indépendants et les travailleurs du secteur de l'économie numérique? Alors là, je suis moins compétent pour parler de ces sujets qui relèvent plus du droit du travail. Du droit du travail, c'est très compliqué. Parce que c'est vrai qu'en France, on a un droit du travail qui s'applique aux salariés, qui a été construit sur la base d'une notion de salariat qui était très claire, avec en plus, en général, les gens qui travaillaient quasiment à vie dans les mêmes entreprises, etc. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est très différente, où à la fois la frontière entre le salariat et le non-salariat devient juridiquement floue. Donc en effet, parce qu'avec tous ces emplois liés aux plateformes, etc., on ne sait pas très bien s'ils sont des indépendants, des salariés, ou juridiquement on est flou. Donc le droit a du mal, on n'a pas encore trouvé, à mon avis, je dirais, la bonne façon de tenir compte de tout ça. Et puis il y a aussi le fait que les jeunes, vous manifestement, vous n'avez pas envie de faire carrière dans la même entreprise ou la même administration pendant 40 ans. Moi, quand je vois les jeunes que je connais, ils ont envie de changer, etc. Et là aussi, le système social français ne s'y prête pas parce qu'il a été fondé typiquement, et c'était une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Macron a voulu faire pendant son premier quinquennat un système universel de retraite. Le système de retraite aujourd'hui, il est balkanisé. Vous avez un régime pour les salariés du secteur privé, un régime pour les fonctionnaires de l'État, un régime pour ceux des collectivités locales, un régime pour les agents de la RATP, les agents d'EDF électriciens. Vous avez plein de régimes dans tous les sens, etc. Et donc
Parce que on a hérité ça d'une époque, tout le monde était électricien jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde était fonctionnaire de l'État jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde était à la SNCF, les cheminots, ils y étaient jusqu'à la fin. Ça fonctionne plus comme ça maintenant. Et donc, c'est vrai, l'idée de système universel de retraite était une bonne idée pour répondre à ce type de problème. Bon, ça a échoué.